Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2 de La Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolyte qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. De nos jours, les entreprises se rendent de plus en plus compte de la valeur des profils atypiques et neuroatypiques au sein de leurs équipes. Ces individus, qui peuvent présenter des différences cognitives, telles que l'autisme, le TDAH, la dyslexie, le haut potentiel intellectuel ou émotionnel, ou encore l'hypersensibilité, apportent une perspective unique et des compétences particulières qui peuvent contribuer de manière significative à l'innovation et à la réussite de l'entreprise. Le recrutement de profils atypiques offre une opportunité d'élargir la diversité des talents au sein de l'organisation, en favorisant l'inclusion, en mettant l'accent sur les compétences et les capacités plutôt que sur les différences. Les personnes neuroatypiques possèdent souvent des aptitudes exceptionnelles dans des domaines tels que l'analyse de données, la créativité, la résolution de problèmes complexes et la pensée critique, ce qui en fait des collaborateurs précieux dans un large éventail de rôles et de secteurs. Les entreprises qui s'engagent à recruter ces profils peuvent bénéficier d'une meilleure performance organisationnelle, d'une productivité accrue et d'une culture d'entreprise plus inclusive, en adoptant des méthodes de recrutement et d'intégration adaptées, telles que des entretiens structurés, des ajustements raisonnables sur le lieu de travail et des programmes de formation spécifiques. Elles peuvent créer un environnement favorable qui permet à ces profils de s'épanouir. Le recrutement de ces personnes hors du commun est une tendance émergente dans le monde professionnel, offrant ainsi aux entreprises une opportunité unique de tirer parti des talents diversifiés et d'encourager l'innovation. En reconnaissant et en valorisant les compétences uniques de ces individus, les entreprises peuvent se positionner en tant qu'employeurs inclusifs et progressistes, tout en bénéficiant des avantages d'une équipe diversifiée et hautement performante. Pour aborder ce sujet aujourd'hui, nous accueillons Garance Deledal. Bonjour Garance. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Garance, tu as plusieurs casquettes. On se connaît depuis plusieurs années, même si on ne s'était pas recroisés depuis longtemps. Je t'ai contacté il y a quelques mois car tu as créé ta société spécialisée dans le marketing RH. Avec Market Yourself, tu te définis comme le bras droit des TPE et PME, non dans une logique de recrutement, car tu n'es pas un cabinet de recrutement, mais bien dans une logique d'accompagnement, de transfert des compétences. Tu dis toujours que tu ne fais pas pour, mais que tu fais avec. Tu accompagnes donc ces entreprises de façon opérationnelle dans le recrutement, dans l'organisation RH, aussi dans le développement quotidien de leurs équipes. Et dans cette même logique d'accompagnement, tu es également consultant de carrière, donc tu proposes des bilans de compétences et des coachings de carrière. Et enfin, dernière corde à ton arc, tu interviens dans différentes écoles de la métropole lilloise dans lesquelles tu animes des modules RH et outils d'employabilité et d'accès à l'emploi. Ton mantra, mieux se connaître pour mieux se mettre en valeur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Garance, te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours personnel, professionnel, pour qu'on comprenne mieux pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup Charlotte pour ton invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne et qui me tient énormément à cœur. J'ai beaucoup aimé ta présentation qui était très positive et constructive, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre. Donc déjà, j'avais envie de commencer par ça et te dire que voilà, je suis ravie de partager ce moment avec toi qui est très important pour moi. Effectivement, alors moi j'ai un parcours, donc j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'ai à la base un parcours, un bac littéraire, suivi d'une formation en école de commerce post-bac. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Au départ, je voulais, un peu comme toutes les filles qui font des écoles de commerce, je le dis toujours un petit peu en blaguant, je voulais être chef de produit dans la mode et dans le luxe. Et puis aussi un peu par opposition, parce que j'ai des parents qui ont travaillé dans les RH toute leur vie, que j'ai pas beaucoup vu quand j'étais petite, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, et donc j'avais un peu mis de côté cette piste pour pouvoir moi me projeter différemment dans ma vie professionnelle. Et puis après quelques années dans le marketing produit, j'ai été rattrapée par l'humain qui me manquait, et je me suis rendu compte finalement que moi ce que j'aimais dans le marketing, c'était justement cette démarche humaine. Moi depuis que je suis petite, ce que j'aime c'est faire plaisir, rendre service. Depuis que je suis dans la cour de l'école, t'as un problème, j'essaie de te trouver une solution de manière empathique. Et donc je me suis rendu compte que le marketing était une bonne façon professionnelle de le faire, puisque pour moi le marketing c'est répondre à un besoin par l'offre d'un produit ou d'un service. Donc c'est ce que j'ai fait au départ dans le marketing produit. Et puis finalement je me suis rendu compte qu'il me manquait l'humain, et donc j'ai eu l'opportunité de basculer dans le monde du recrutement en recrutant sur ces profils marketing achat. Et puis finalement c'est là où j'ai découvert vraiment ma vocation dans les ressources humaines, en faisant du marketing humain, puisque
puisque finalement, quand on recrute, on fait coïncider deux besoins, le besoin du recruté et le besoin du recruteur. Et pour cela, il faut bien connaître ses besoins. Et donc, j'ai démarré un parcours professionnel d'abord en cabinet de chasse, dans un cabinet de la métropole lilloise qui s'appelle Kiman, qui au départ était un petit cabinet et qui aujourd'hui a une belle réussite. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans une enseigne textile de la région sur des fonctions recrutement opérationnel en magasin et puis également dans les services centraux. J'ai passé 6 mois en magasin au départ pour bien connaître le terrain. Et puis au bout de quelques années et après avoir eu un premier enfant, j'ai fait un burn-out et ça a été un peu le tournant de ma vie professionnelle. Et aussi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert mon hypersensibilité, puisque j'avais eu aussi un parcours personnel avec des hauts et des bas, avec du harcèlement scolaire, des choses plus compliquées. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, au moment où j'ai accepté que j'étais dans cette situation de burn-out, que c'était aussi peut-être lié à cette hypersensibilité que j'ai découverte. Et finalement, j'ai ouvert une porte qui ne s'est jamais pu refermer vers une quête d'information, de compréhension, en me disant quand on fait un burn-out, il y a une co-responsabilité, une responsabilité de l'environnement professionnel, mais aussi une responsabilité, et bien sûr pas une faute, mais une responsabilité de la personne, parce que moi je vivais aussi des choses personnelles qui m'ont amené à avoir cet épuisement, et on en reparlera par la suite. Et donc finalement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé ce virage vers la création d'entreprise qui m'a amené en 2018-2019 à créer Market Yourself, avec finalement ce point de jonction entre ce que j'évoquais sur le marketing, sur cette connexion de besoins et la connaissance de soi, puisque je me suis rendu compte que pour être bien dans le monde professionnel, il est important de bien se connaître. Socrate le disait déjà il y a des centaines d'années, connais-toi toi-même, mais c'est vrai dans le monde professionnel, et c'est ce que j'ai découvert puisque je me suis formée à la conduite de bilan de compétences, et en me mettant à accompagner des gens en bilan de compétences, notamment, je me suis rendu compte à quel point c'était important de bien comprendre qui on est, ce que l'on sait faire, ce que l'on veut, ce que l'on vaut, pour bien identifier l'environnement de travail dans lequel on est le plus pertinent, pour pouvoir davantage être percutant en entretien et finalement postuler mieux et moins. Et je me suis rendu compte que c'était aussi vrai pour les entreprises, parce que les entreprises, parfois, elles recrutent mal. Elles ont souvent tendance à dire qu'elles font des erreurs de recrutement et qu'elles l'imputent aux candidats, mais parfois, elles recrutent aussi pas de façon optimale parce qu'elles ne se sont pas assez bien questionnées sur qui elles sont, sur ce qu'elles recherchent et sur leurs besoins. Et donc, au fur et à mesure, j'ai construit l'offre de Market Yourself autour de cette même, de ce mantra, bien se connaître pour bien se mettre en valeur, au service de cet alignement de qui je suis au niveau de mes compétences, au niveau de ma personne et au niveau de mes besoins et de mon environnement. Et donc, c'est pour ça que du coup, j'accompagne à la fois des TPE, PME, comme tu l'as très bien dit, dans un transfert de compétences sur la clé d'entrée recrutement. Je fais avec, parfois je produis, parfois je montre, parfois je fais les deux. Mais en tout cas, effectivement, je ne fais pas à la place d'eux, mais avec. Et je dis souvent en riant que je scie la branche sur laquelle je suis assise, parce que le but, c'est qu'à la fin, le dirigeant qui fait attention à son budget n'ait plus besoin de moi. Et puis, évidemment, je continue les bilans de compétences. Et au fur et à mesure de toute cette trajectoire depuis 5 ans d'entrepreneuriat, eh bien, finalement, je me suis beaucoup documentée sur l'hypersensibilité. J'ai découvert aussi des éléments sur le HPI. Je me suis fait diagnostiquer, comme on dit. Alors, même si je n'aime pas du tout ce mot, on va en reparler. Mais et donc, j'ai découvert qu'effectivement, j'étais hypersensible plus, que j'avais un haut potentiel intellectuel dans une certaine sphère cognitive. Et puis, au fur et à mesure, on dit souvent dans mon métier qu'on attire un peu à soi ce qu'on est. Et effectivement, au fur et à mesure, j'ai vu arriver dans mon bureau des personnes que j'ai accompagnées, où j'ai reconnu des fonctionnements HP, des fonctionnements HS. Et donc, j'ai voulu creuser toujours plus. Et j'ai fini par découvrir ce qui a été un tournant ces derniers mois pour moi, un livre qui s'appelle Mon cerveau est hyper, qui a été écrit par une neuropsychologue belge qui s'appelle Cathy Assenheim, qui a, je trouve, développé des travaux extraordinaires, qui donc suit énormément de patients depuis des dizaines d'années et qui a écrit plusieurs ouvrages autour de l'explication du fonctionnement neurologique des cerveaux hyper, en expliquant finalement ce qu'on va voir juste après. Et donc, elle a développé une hyper académie
Donc un cycle de formation dédié aux professionnels de l'accompagnement, que ce soit carrière, psychologique, etc. Et donc j'ai eu envie de suivre son cursus pour pouvoir à terme accompagner de façon individuelle et collective, en priorité dans un premier temps dans le monde économique, les profils hyper, de façon à les aider à mieux se connaître. Donc c'est toujours dans la même logique de market yourself, bien se connaître pour bien se mettre en valeur, pour une meilleure contribution dans le monde du travail. D'accord. Donc pour mieux accompagner tes clients et mieux les comprendre et mieux aussi les aider à se comprendre. Exactement. Et à se connaître. Exactement. Okay. Donc on peut peut-être commencer par rappeler ce que sont que des profils atypiques ou plutôt neuroatypiques parce que ça reste encore flou. Hein, si on regarde les définitions, on a le terme neuroatypique, ça désigne l'ensemble des profils présentant des spécificités du développement neurologique plus ou moins importantes. On trouve aussi d'autres définitions, un individu dont les caractéristiques, compétences, expériences ou parcours de vie diffèrent des normes ou critères traditionnels, ou encore une définition un peu plus péjorative, une personne qui ne correspond pas aux normes, aux stéréotypes. Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que signifie d'être neuroatypique ? Tout à fait. Alors, je te remercie pour ces précisions et effectivement, ce que j'apprécie beaucoup dans ton approche et dans ton invitation, et c'est pour ça aussi que je l'ai accepté avec plaisir, c'est vraiment cette approche à la fois factuelle et positive et valorisante. On entend beaucoup de choses sur ces sujets en ce moment et c'est important de sortir des clichés et associations des phénomènes hyper avec les notions de faiblesse psychologique et de trait de personnalité. Et il y a des travaux formidables qui ont au départ été produits par des psychologues et il faut rendre ce qui leur appartient et bien sûr faire très attention à ce qui est dit. Un des précurseurs dans ce domaine, une des précurseurs, c'est une psychologue américaine mais qui est neuropsychologue qui s'appelle Elaine Aron, E-L-A-I-N-E, qui a produit des ouvrages dans les premiers ouvrages référents sur ce sujet et qui a eu le mérite vraiment d'ouvrir la porte sur ces sujets. En s'appuyant sur quelqu'un de beaucoup plus ancien qui est Carl Gustav Jung, qui est un des pères de la psychologie et qui a ouvert vraiment la porte sur la connaissance de toutes ces notions qu'on connaît aujourd'hui. Et effectivement, ce qu'explique Katia Senheim comme un certain nombre de neuropsychologues qui ont développer des études et des observations sur des patients avec vraiment une observation du cerveau, c'est qu'en fait, c'est tout simplement une différence quantitative et non qualitative qui part d'une hyper-réactivité d'une zone neuronale, donc d'une zone du cerveau. Et donc, en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est un cerveau avec deux côtés, le cerveau gauche, le cerveau droit. Et en fait, lorsque l'on a un profil qu'on appelle hypersensible émotionnel et ou sensoriel, ou un profil haut potentiel HPI. Alors, moi, j'aime pas tellement ce terme d'haut potentiel parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont en haut, des gens qui sont en bas. L'idée, c'est plutôt justement de parler d'une hyper-réactivité cognitive. Une hyper-réactivité cognitive, donc une hyper-réactivité du cerveau gauche qui va entraîner un certain nombre de caractéristiques qu'on va développer ensuite. Et puis, donc là, on va plutôt parler de l'aspect HP, donc hyper-réactivité cognitive cerveau gauche. Et puis, si on parle des hypersensibles, on va parler d'une hyper-réactivité au niveau du cerveau droit. Cerveau droit qui est donc plus réservé à toute la partie créativité émotionnelle et sensorielle. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui ont une hyper-réactivité émotionnelle et ou sensorielle. Donc, cerveau droit. Il y a des personnes qui sont uniquement hyper-réactives du cerveau gauche, d'autres qui le sont uniquement du cerveau droit, et il y en a qui le sont des deux. Avec une dominante de l'un ou de l'autre. D'accord. Et on en parlera peut-être après, mais c'est parfois aussi ce qui fait que parfois on ne s'en rend pas compte, parce que quand on a un volet HP, donc un volet gauche
très fort, il va masquer pendant longtemps le volet droit. Le volet droit, ok. Voilà, par exemple. Donc j'espère que c'est clair. Pour oui, toi oui, pas de souci. Sur cet aspect-là. Et du coup, en quoi c'est donc il est peut-être important de préciser qu'il y a autant aussi de profils atypiques qu'il y a d'individus, de spécificités chez les individus. Ce qui peut être atypique dans un domaine aussi peut ne pas l'être dans un autre. En quoi ces profils sont source de diversité, de richesse pour une entreprise? Alors, je vais répondre à ta question, et juste avant, je vais revenir sur un point que j'ai pas évoqué à la question précédente, qui était importante, justement sur la volumétrie et aussi cette notion de atypique. Oui. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'études qui dit qu'il y a à peu près 70% de la population qui a un fonctionnement neurologique typique. Donc, ce qu'il faut imaginer, donc sur une courbe de Gauss, c'est que donc une courbe qui monte et qui descend, c'est que sur la partie haute, on va avoir donc 70% de la courbe en fait qui va être sur des personnes avec un fonctionnement neurologique typique, avec plutôt une pensée ce qu'on appelle convergente. Donc, c'est-à-dire si on doit traiter des informations, on va traiter d'abord un sujet, puis l'autre, etc. Et puis, on va avoir une trentaine de % de la population qui va avoir du coup un fonctionnement neurologique atypique, avec justement ces spécificités neuronales qu'on a évoquées juste avant, où effectivement, on va avoir plutôt une pensée un peu plus en mode divergente, avec ce phénomène en arborescence. En arborescence, exactement. Et donc, c'est important. Alors, aujourd'hui, les statistiques sont pas évidentes à avoir parce qu'il y a évidemment plein de gens qui ne sont pas aujourd'hui identifiés tels que, mais en tout cas aujourd'hui les informations qu'on a dans un certain nombre d'ouvrages, d'articles, etc. C'est un petit peu cette tendance, ouais, d'accord. Voilà. Donc du coup ça c'était important de le préciser. Et donc pour revenir à ta question. Qui était... Oui, alors en quoi ces profils sont source de diversité, de richesse pour une entreprise? Alors, je pense que c'est une source de richesse et de diversité parce qu'il y a des spécificités dans le fonctionnement des hyper-réactifs qui vont apporter un certain nombre de plus-values. Et si tu le veux bien, je peux t'expliquer un petit peu pour chaque profil finalement les caractéristiques positives et différenciantes qu'on va pouvoir remarquer chez ces personnes. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, c'est que tout ce que je dis concerne aussi un certain nombre de personnes qui ont des fonctionnements neurologiques typiques. On n'est pas en train de dire que les personnes qui ont ne sont pas créatives, ne sont pas empathiques, ne sont pas ceci, cela. On parle tout simplement d'une différence de vitesse et de puissance du moteur. Et c'est vrai que moi j'aime bien fonctionner par image parce que je trouve que c'est toujours plus facile belle métaphore, à comprendre. Et donc en fait il faut s'imaginer un peu le moteur d'une voiture et s'imaginer qu'en fait l'hyperréactivité entraîne une hyper vitesse de traitement d'un certain nombre d'informations. Et finalement, c'est un peu comme quand on compare le moteur d'une Ferrari au moteur d'une voiture classique, avec un moteur classique. Eh bien, ce moteur va avoir besoin d'être alimenté différemment, avec peut-être un peu plus de carburant déjà, et puis un carburant un petit peu adapté. Et donc, effectivement, ce qui va vraiment différencier la plus-value, c'est la vitesse et la quantité d'informations ou d'éléments qui sont traités. Donc, dans un premier temps, je peux vous parler des critères plus, on va dire, des profils plutôt cerveau gauche. Oui. Donc, on va avoir une hyper vitesse de traitement intellectuel, donc une capacité à traiter beaucoup plus de données. Beaucoup de données. C'est ce qui fait parfois qu'on appelle ça au potentiel, ou qu'on dit qu'ils sont plus intelligents. C'est parce qu'en fait, ils traitent beaucoup plus d'informations en même temps. Mais c'est lié aussi à une notion d'objectif et de motivation. Et ça, c'est important à prendre en compte. Pour eux.
pour eux, parce que ça veut dire aussi que un hyper réactif cerveau gauche va être hyper performant dans certains domaines, si ça lui plaît et si ça fait sens pour lui, et peut être du coup démotivé et désaxé dans un certain nombre d'autres contextes. S'il n'en voit pas l'intérêt. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a parfois des personnes en échec scolaire, en échec professionnel, ou qui ont l'impression du coup qu'ils sont pas du tout HP, parce qu'ils se disent mais attends, j'ai redoublé 3 fois, ça fait 3 fois que je change de boulot. Ça c'est un peu le regard de la société. Exactement. Donc du coup effectivement cette vitesse de traitement intellectuel augmentée associée à vraiment une motivation et un sens et un objectif. Associé du coup à un deuxième point qui est la capacité à faire des liens et à conceptualiser, donc à croiser beaucoup de données. Et du coup, c'est ce qui va donner aussi une capacité de réflexion, donc qu'on appelle en arborescence, qui est présente chez plein de personnes, mais qui est augmentée encore une fois avec la capacité vraiment à croiser plein d'informations et à aller très vite. Là où effectivement c'est aussi important, c'est que du coup ce sont des personnes où il va falloir les accompagner et valoriser cette partie, parce que si par exemple ils sont dans des conditions physiques qui sont pas optimum, là on va avoir un risque de dispersion, on va avoir un risque justement de confusion, parce qu'à force de traiter beaucoup d'informations, quand on a un volet anxieux qui se développe, une fatigue physique qui se développe, et bien là, effectivement, cet aspect-là, il est moins efficient. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est vraiment ce qu'on appelle une pensée noir-blanc fixée sur l'objectif. Donc cette capacité vraiment à être engagé à fond sur ce qu'on fait. Et donc, on va avoir du coup des personnes qui sont très attachées aux détails, qui sont très engagées dans ce qu'ils font. Donc, on va retrouver aussi du coup ce sens de la perfection, ce sens de l'engagement. Ton patron te donne quelque chose à faire, eh bien, tu es à fond dans ce que tu fais. Donc, on va avoir vraiment des gens qui sont hyper engagés dans ce qu'ils font, qui sont super professionnels. On peut les confondre avec des gens très ambitieux. Parce que du coup, comme ils sont hyper déterminés sur leur objectif, ils vont être capables de dire, bah voilà, là il y a une erreur, là il y a un problème, là il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais en fait, ils le font pas de manière générale dans le but de desservir les personnes avec lesquelles ils travaillent, mais pour vraiment servir l'objectif. Et donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose d'important, parce que ça fait d'eux des personnes très engagées. Et donc ça, c'est une vraie plus-value pour un employeur. Si tant est que justement ça fasse sens aussi avec leurs valeurs, avec aussi la connexion avec le manager. Ça veut dire aussi qu'ils vont être capables de le faire peut-être pendant un temps, et puis que parfois, s'il y a des divergences qui commencent à être d'opinion, etc. Voilà, il peut y avoir aussi au bout d'un moment une fatigabilité qui peut s'installer. Et un désengagement. Exactement. Donc à chaque fois, comme dans une médaille, il y a toujours deux faces. Oui, il y a la revers. Voilà, et donc j'aime bien du coup toujours avoir cet axe d'entrée positif, et puis ensuite tout de suite expliquer les limites que ça peut avoir, pour qu'on puisse les identifier, si ça te va, plutôt c'est parfait. Faire les plus d'abord et les moins après. Quatrième force des hyperréactifs cerveau gauche, c'est vraiment cette capacité multitâche. Donc, dans la même logique de cette capacité à faire des liens et finalement d'être sur plusieurs éléments en même temps, cette capacité multitâche, ça veut dire, et c'est là où ça rejoint ce que je disais sur la différence entre la pensée convergente et la pensée divergente, c'est qu'en fait, quand un hyper gauche va traiter des informations, il va avoir, comme dans un ordinateur, plusieurs fenêtres qui va s'ouvrir en même temps dans son cerveau. Et donc, il va pouvoir faire plusieurs choses en même temps, répondre au téléphone et puis en même temps être sur son ordinateur en train de traiter des informations. Ça va faire aussi que, vous savez, dans un certain nombre d'environnements professionnels, notamment créatifs, on a des personnes qui sont souvent en train de bosser avec de la musique dans un casque. Ils sont capables, en fait, de faire les deux. Et de se concentrer. De se concentrer, ouais. Exactement. Ça veut dire aussi que dans la vie de tous les jours, moi je le vois, maman hyper, je suis capable, de faire plein de choses du quotidien en écoutant un podcast, en écrivant un texto, etc. C'est hyper puissant pour un employeur d'avoir quelqu'un qui sait faire plein de choses en même temps.
parce que ça veut dire aussi l'adaptabilité, la variété des tâches, la capacité à avoir le côté flexible, en fait. Flexible, exactement, et puis une grosse charge de travail aussi. Ouais. Le revers, c'est effectivement dans des environnements très pressurisants, quand on se connaît pas et qu'on sait pas qu'on est comme ça et qu'à des moments on a des besoins de phase de récupération, parce que du coup quand on est multitâche et qu'on est en apnée toute la journée, qu'à un moment donné on prend pas le temps de récupérer, ne serait-ce que du souffle, et puis ensuite du repos. On en parlera après, mais c'est vrai que cette capacité multitâche, elle a aussi ses limites dans des organisations, et des organisations micro et macro, donc des organisations d'équipe et des organisations globales d'entreprise, qui parfois justement sont pas forcément adaptées, parce qu'ils vont consommer les hyper grâce à leur hyper engagement, leur hyper capacité de travail. Mais s'ils ne leur donnent pas un environnement de travail qui leur permet cette récupération, qui leur permet également de se recharger, alors au bout d'un moment, on va avoir ces phénomènes d'épuisement, et de burn-out, etc. Ouais. Okay. Voilà. Donc au niveau des forces des hyper cerveau gauche, on va vraiment avoir ces aspects que je viens de vous évoquer. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que les conséquences de personnalité que l'on peut parfois associer à tort à cette partie du cerveau, en disant les hyper gauches sont forcément hypersensibles ou sont très émotifs ou sont susceptibles, ou etc. En fait, c'est d'abord lié à des débordements physiques issus d'une mauvaise gestion corporelle, de la fatigue et des ressources physiologiques et physiques. Et qui va entraîner une fatigue, du stress, et donc parfois des débordements nerveux, et donc parfois des réactions susceptibles, etc. Mais du coup, ça n'est pas à la base une histoire de caractère. Oui. Ce sont des conséquences physiologiques. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et les HP ne sont pas si HP que ça, en fait. Ils sont pas plus intelligents que les autres. Ils sont plus rapides sur un certain nombre de choses, donc ils vont peut-être aller plus vite, mais les comportements qu'ils vont avoir parfois n'ont rien à voir avec cette spécificité de neurologie. Donc voilà sur cette partie du cerveau gauche. Si ça te va que je te parle des cerveaux droits. Alors, donc je le disais tout à l'heure, on peut être cerveau gauche et cerveau droit. Donc l'hyperréactivité du cerveau droit, on va la retrouver sur la partie émotionnelle et ou sensorielle. Et ce que dit Cathy Assenheim, et moi que j'ai trouvé être une vraie révolution par rapport à justement ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que pour elle, finalement, la clé d'entrée, elle est d'abord sensorielle avant d'être émotionnelle, parce qu'effectivement, de l'hyperréactivité émotionnelle, on peut tous en avoir, même quand on n'est pas hypersensible, et heureusement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, alors on n'est pas là aujourd'hui pour parler des émotions, mais les émotions sont des messages hormonaux et chimiques qui nous permettent de nous adapter. Nous sommes des animaux d'adaptation, et donc les émotions nous permettent de nous adapter pour survivre et pour vivre dans notre environnement. Et donc finalement, cette hyperréactivité émotionnelle, on peut tous l'avoir. L'hyperréactivité sensorielle, c'est un peu plus particulier. On va parler de ce qu'on appelle le système VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. On va retrouver en fait des personnes qui vont avoir une hyperréactivité au niveau de leurs sens. Alors ça peut être sur tous les sens, ça peut être sur certains sens. Une difficulté avec la luminosité,
une surstimulation dans des environnements où il y a trop de choses à voir en même temps, croiser potentiellement avec du bruit. L'étiquette qui gratte. L'étiquette qui gratte. On va parler pour certaines personnes de misophonie, c'est-à-dire par exemple quelqu'un au restaurant qui va avoir son stylo, qui va faire ça, et où la personne va être obligée de se lever et d'aller dire à la personne, écoutez, je suis désolée, mais je ne supporte pas ce bruit. Est-ce qu'il est possible d'arrêter ce bruit, ou sinon je change d'endroit. Et je fais le lien avec l'entreprise aussi par rapport à ça, parce que justement, on a un certain nombre de personnes qui, à l'heure de l'open space, pour qui c'est difficile quand on est hyper sensible au niveau sensoriel et au niveau du bruit, on passe vite pour quelqu'un qui veut pas travailler avec les autres, pour quelqu'un qui se met dans asocial, alors qu'en fait, c'est une façon finalement inconsciente de se préserver de ce stress, de toutes ces... pour optimiser son environnement de travail et justement bien travailler, et bien se concentrer. Et donc effectivement cette hypersensorialité, c'est vraiment la clé d'entrée. Et donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être se posent des questions sur le suis-je pas, déjà si vous avez une hyperesthésie, donc une hypersensorialité, des sens très très développés. Voilà, ça peut être aussi par rapport à la douleur, ça peut être par rapport à des goûts, à des odeurs très particulières. Eh bien, on va avoir vraiment des signes distinctifs dans ces domaines-là. Alors là, je l'ai dit, dans les conséquences un peu désagréables, parce que c'est finalement ce à quoi on pense en premier. Mais en fait, dans la logique de ce qu'on évoque aujourd'hui, ça donne aussi des capacités du coup et des talents très très forts. Parce que quelqu'un qui a un odorat très développé, qui a un sens visuel très développé, pour être très créatif, c'est super utile. Quelqu'un qui arrive dans une pièce et qui est capable de repérer le tableau, la petite couleur, la petite chose qui va faire la différence, en fonction du métier qu'il fait, ça va être extrêmement puissant. Et donc effectivement, pour les points positifs, on va avoir plusieurs forces pour ces hyper sensibles, sensoriels et émotionnels. On va avoir d'abord une vitesse de perception et de décodage émotionnel. Donc vous voyez, c'est la même logique que pour le cerveau gauche. C'est une vitesse de traitement. Donc c'est vraiment le moteur qui tourne plus vite. C'est quantitatif. Et donc cette vitesse de traitement, c'est finalement ce qu'on appelle un seuil de détection émotionnelle et empathique bas. On est des éponges. C'est ce qu'on dit souvent. On dit les empathiques sont des éponges. Mais en fait, c'est pas une décision, c'est pas un trait de caractère, c'est pas une personnalité. C'est cognitif. C'est qu'on a une zone sur le cerveau droit qui s'appelle la zone des neurones miroirs. On en a tous. Les neurones miroirs servent à rentrer en empathie, donc en connexion avec l'autre, en réception des stimulus émotionnels et comportementaux que l'autre va dégager pour pouvoir rentrer en connexion avec la personne qui est en face de lui. Et donc, effectivement, ce qui diffère là chez les cerveaux droits, c'est qu'on va avoir un seuil émotionnel qui est plus bas, une perception plus basse. Donc, ça va permettre à ces personnes de rentrer beaucoup plus facilement en connexion. Tu travailles dans le recrutement et t'es cerveau droit, tout de suite tu vas accueillir ton candidat en lui disant ça va, vous avez fait bonne route, il fait chaud, vous voulez enlever votre veste, mettez-vous à l'aise, vous voulez un verre d'eau. Tu vois, c'est des exemples vraiment concrets dans le monde du travail. Par contre, ça veut dire aussi qu'on capte toutes les émotions. Donc, quand on travaille dans un environnement très stressant, avec des gens qui crient toute la journée, des gens qui sont désagréables, ils sont pas forcément désagréables avec nous. On va avoir tendance à le prendre pour nous. C'est là où on va nous dire potentiellement qu'on est susceptible. En fait, on n'est pas susceptible, mais on est hyper réactif à ce que l'on ressent comme quelque chose d'agressif et qui va du coup être très difficile pour nous à gérer et qui va à terme développer aussi des débordements. Oui, c'est ça. Des débordements la coupe est pleine, quoi. Parce que aussi, d'un point de vue, encore une fois, des émotions et du coup hormonal, ça va nous
développer du cortisol, qui est l'hormone de la réactivité, mais qui est aussi du coup l'hormone du stress. Et donc, moi je trouve que on peut le voir facilement chez les enfants. Voilà, ces espèces de ce qu'on appelle des crises de nerfs, en disant voilà, arrête de faire une crise de nerfs. Oui, c'est ça. Ils se roulent par terre, on comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est juste il y a trop de stimuli, trop de. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important parce que le deuxième point, c'est vraiment cette vitesse de perception et de décodage sensoriel. Et donc, quand on a les deux couplés au côté gauche, t'imagines ce que ça fait en termes de puissance et en termes de résultats, c'est vraiment prodigieux. C'est pour ça qu'effectivement, là, on parle de haut potentiel parce que c'est vrai qu'on a des gens qui ont un potentiel extraordinaire, mais il faut qu'ils soient bien gérés. Parce qu'effectivement, on conduit pas une Ferrari de la même manière qu'on conduit une 2 chevaux. Quand t'appuies et que t'es en seconde sur une Ferrari, tu vas beaucoup plus tu vite. décolles. Voilà, exactement. Sauf que si tu appuies trop vite sur le champignon et que t'es tout le temps en fond de 5e, au bout d'un moment, tu prends le mur. Voilà. Donc ça, c'est aussi important d'avoir cette image-là. Troisième chose et talent, c'est vraiment la mémorisation visio-spatiale et des ressentis. Donc vraiment ce côté kinesthésique dont on parlait. Qui amène à avoir un 6e sens très créatif et également une 5e force qui est pareil qu'on a vu chez les gauches, un fonctionnement noir-blanc sur la partie valeur. Donc vraiment des valeurs en acier trempé, vraiment un sens de l'éthique, de la justice, très important. Du coup, on va le retrouver très aussi beaucoup chez les enfants. C'est aussi pour ça qu'on va retrouver beaucoup de profils atypiques cerveau droit dans les métiers de l'humain. Dans les métiers de la justice, dans les métiers de la santé, parce que ces gens-là ont des valeurs très fortes. Mais c'est aussi pour ça que c'est des gens qu'on peut perdre dans des entreprises où les modèles sont plus adaptés en termes de sens, en termes de projet. Quand il y a des distorsions entre les conditions de travail et le discours. Tu vois, quand t'entends des collaborateurs qui disent non mais voilà, il y a des valeurs, des super valeurs qui sont affichées, mais en vrai c'est pas vrai. Et ben en fait c'est parce que voilà, il y a ce sens, l'importance de la congruence, de l'alignement qui est hyper fort. Et c'est ce qu'on appelle dans l'autre sens un peu le handicap de la nuance, donc ce qu'on va appeler communément la susceptibilité. Mais non, c'est ce côté tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Ça veut dire que encore une fois, on va avoir des personnes qui sont super engagées, super à fond dans ce qu'ils font. Mais du coup, effectivement, quand t'es engagé avec le corps, plus avec la tête, plus avec le cœur, au bout d'un moment, si derrière, tu prends pas soin de ta machine, et ben au bout d'un moment la machine elle s'épuise. Et c'est là où on en revient à la notion de responsabilité émotionnelle et responsabilité de chacun et au connais-toi toi-même. Et c'est le rôle aujourd'hui de la communauté scientifique, de la communauté de psychologues et de toutes les communautés qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je veux être un porte-voix actif sur ce sujet dans le monde du travail, parce que je pense que toutes les personnes qui sont de près ou de loin concernées par ce sujet doivent avoir accès à ces informations pour pouvoir les intégrer dans leur vie, pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir expliquer comment ils fonctionnent, parce que ça n'est pas nécessairement aux personnes qu'ils ont en face d'eux de le deviner. Parce que ça, je veux dire, ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais du coup, à partir du moment où tu sais comment t'es, que tu sais comment tu fonctionnes, que tu peux l'expliquer à un employeur, et aux gens avec lesquels tu travailles, dire à tes collègues quand je veux pas déjeuner avec vous, c'est pas que je vous aime pas, c'est que j'ai besoin de me reposer parce que derrière on a une grosse réunion et que si vous voulez que je sois performante devant le client, j'ai besoin de prendre une demi-heure et d'aller faire une sieste. Ok. Voilà un petit peu déjà sur le côté vraiment sur les points forts. Et le dernier point, c'est vraiment l'empathie très présente. Le goût pour l'humain. Et donc, voilà, quand on a des gens qui sont très très humains, on voit aussi que c'est un vrai talent. Et c'est une vraie plus-value. Pour une équipe, c'est fort pour une équipe quand même d'avoir quelqu'un qui est très humain. Exactement. Et puis tu vois, tu parlais justement des plus-values que ça peut apporter à une entreprise aujourd'hui dans un monde où justement on parle de plus en plus de l'importance de la RSE, de la préservation de l'environnement, de la nature. Avoir des personnes qui ont ces profils-là dans les entreprises, qui vont pouvoir travailler, porter ces sujets, c'est une vraie plus-value. Et d'ailleurs,
je fais un lien en réfléchissant, justement, je fais des liens un peu tout le temps, c'est de se dire, tiens, c'est marrant, au fur et à mesure que on parle de ce sujet et que beaucoup de gens sont en train de se découvrir comme ça, et bien au fur et à mesure, il y a un certain nombre de sujets qui arrivent dans la sphère publique pour prendre soin bah oui. Voilà, pour être dans le prendre soin. Et dans la bienveillance, dans l'écoute. Exactement. Exactement. Dans le prendre soin de la terre. Le bien-être au travail. Exactement. Ça, on en entend beaucoup parler. Qualité de vie au travail, bien-être au travail, la bienveillance. Exactement. Exactement. Et je pense que c'est vraiment lié. Et si on l'associe au fait de prendre soin de soi au niveau de son corps, du fait d'apprendre à se reposer. Alors voilà, là aujourd'hui dans le temps qui est imparti, je pourrais pas vous donner tous les tips, mais heureusement justement il y a un certain nombre d'ouvrages qui existent et puis on va en parler après. Un dernier point que je voulais aussi souligner qui est important, c'est de faire le croisement avec la notion d'introversion et d'extraversion. C'est un point qu'on n'évoque pas souvent parce que c'est induit, mais c'est important de considérer aussi qu'il y a des profils hyper introvertis et des profils hyper extravertis. Les stats qu'on a aujourd'hui, c'est à peu près 70% de profils introvertis et 30% de profils extravertis. Et toi, tu me disais que t'étais plutôt extraverti. Toi, t'aimes bien sortir et tout. Exactement. Alors justement, quand on parle de fonctionnement introverti ou extraverti, c'est important de repositionner ce qu'on veut dire. C'est pas d'abord la capacité relationnelle qu'on associe souvent. On dit, bah oui, t'es introverti, tu parles à personne, t'es extraverti, tu parles à tout le monde. C'est un peu plus complexe que ça, et ce dont on parle, c'est surtout le mode de ressourcement. Le mode de ressourcement de quelqu'un d'introverti, c'est d'avoir besoin, pour reprendre de l'énergie, de se retrouver dans sa bulle, de prendre du temps au calme, seul. Et donc, on va retrouver effectivement aussi un certain nombre de profils qui vont avoir un fonctionnement introverti, dans le sens où ils vont avoir besoin, pour se reposer, pour reprendre de l'énergie, de prendre un temps pour s'isoler, pour reprendre des forces. Pour recharger. Exactement. Dans l'autre sens, les extravertis, eux, se rechargent avec du monde, se rechargent à l'extérieur, en sortant, en étant en connexion, en lien avec les gens. Moi, ce que je constate en étant justement hypersensible, HP et extraverti, c'est que parfois, ce qui me recharge me tue parfois un petit peu, me fatigue. Parce qu'effectivement, moi, je suis capable, après une énorme journée, hier, j'ai fait une journée non-stop, hier soir, j'avais un after-work, ça m'a fait du bien. D'aller voir du monde, de sortir, de boire un verre. Par contre, si je rentre tous les soirs à 2h du matin, ce qui parfois, c'est trop. Dont j'ai besoin, en fait, c'est trop. Et donc, savoir qu'à des moments, il faut savoir dire stop, il faut savoir le dire. C'est vraiment essentiel. Il y a pas longtemps, j'ai arrêté un module de cours que je donnais dans une très grande école prestigieuse de la région parce que j'avais des classes de 35. J'enchaînais 1h30 à chaque fois avec parce que moi je suis un peu misophone, donc moi dès qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit, dès qu'il y a quelqu'un sur son téléphone, dès qu'il y a quelqu'un qui parle, je l'entends, je le vois, je capte tout. Et donc au bout d'un moment, moi je peux plus, j'y arrive plus. Et donc j'ai arrêté ce cours en me disant à 10 ans à l'école, je suis désolée, j'adore bosser avec vous, mais je peux pas parce que je m'abîme trop. Et donc savoir doser, savoir dire stop en fait. Exactement, pour justement maximiser son potentiel. Et je le dis de façon positive, pour se dire on a tous notre contribution à donner à notre monde, et du coup prendre soin de soi, bien se connaître et prendre soin de soi quand on est hyper, c'est aussi pouvoir donner une meilleure contribution au monde. Donc ça a un lien, ça fait peut-être le lien avec des. Alors. Justement, enfin, là, tu nous as expliqué en quoi c'était une source de diversité, une source de richesse. On l'a vu, c'est des personnes qui sont engagées, qui sont flexibles, qui ont le goût du challenge en fonction de si on est plutôt cerveau droit, cerveau gauche. C'est des gens qui sont créatifs, qui ont une certaine ouverture d'esprit. Dans quel métier, dans quel métier on pourrait retrouver même si tu l'as déjà un peu évoqué, dans quel métier on pourrait retrouver ces personnes qui sont un peu atypiques? Oui, bien sûr. Alors. Je pense que de manière générale, comme on n'est pas là pour mettre les gens dans des cases, je pense qu'effectivement, il y a des profils neuroatypiques un peu partout dans les différentes sphères de la société. Moi, en accompagnant depuis plusieurs années un certain nombre de profils, c'est ce que je t'évoquais.
quand on a préparé ce podcast, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup accompagné des personnes issues du monde de l'informatique. Et j'ai fait un lien assez intéressant qui est que finalement, quand on travaille sur de l'informatique, on travaille sur un système d'arborescence, puisque c'est le principe même de l'informatique de mettre en lien et en arborescence un certain nombre d'informations. Et donc finalement, avoir des gens qui ont une intelligence en arborescence qui bossent sur des systèmes en arborescence, c'est logique et plutôt positif. Et donc on va retrouver effectivement un certain nombre de profils de chefs de projet, de techniciens. Notamment dans toute la partie système, méthode, ERP, système d'information, système d'organisation, donc autour de tous ces métiers-là. Ce qui est intéressant, et c'est là où effectivement c'est intéressant que ces personnes-là puissent comprendre leur mode de fonctionnement. Et comme je te le disais, j'aime bien fonctionner par image. C'est comme quand tu joues au Monopoly. Annoncer les règles du jeu au départ, c'est hyper important parce que effectivement, quand tu commences à jouer et qu'on te dit au milieu du jeu, ah non mais attends, c'est pas comme ça qu'on joue, et que tu dis attends, mais tu vas pas expliquer. Moi, je peux savoir pouvoir expliquer quand t'es chef de projet dans l'informatique à ton directeur de clientèle ou à ton commercial qui va a priori avoir plutôt un peu plus une pensée convergente, un truc, une approche un peu plus neurotypique. Certaines fois, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu observer parfois, ou des modes de management justement plus déshumanisés ou justement déconnectés de cette approche en arborescence qui parfois peut être perturbante pour quelqu'un qui fonctionne en neurotypisme, parce que quand quelqu'un a l'habitude de traiter une information après l'autre et qu'il a en face de lui quelqu'un qui lui dit attends, moi je te parle de ça, ça, ça et ça en même temps, la personne elle lui dit mais attends, je suis perdue. C'est n'importe quoi ton truc. Tu me fatigues, je comprends pas. Et au bout d'un moment, on peut avoir des relations managériales qui peuvent parfois s'altérer. Moi, c'est ce que j'ai pu observer dans des accompagnements récents. Et donc, sur le volet positif, d'avoir une information à donner aux managers qui sont hyper ou pas. Et aux collaborateurs qui sont hyper ou pas, pour expliquer voilà, moi mes modes de fonctionnement c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui fait ma créativité, c'est ce qui fait ma capacité d'innovation, parce qu'on va retrouver aussi des gens qui du coup vont avoir une capacité à être précurseurs, avoir le petit truc, le petit coup d'avance que les autres vont pas forcément avoir. Par contre, ils vont avoir aussi ce petit trait d'humour, ce côté un peu cash, ce côté un peu droit au but, handicap de la nuance, pied dans le plat, qui peut parfois être un peu dérangeant, mais qui peut parfois aussi être très très utile, parce que pour pouvoir dire à un moment donné, attends, votre système là, le truc que vous êtes en train de faire, en fait c'est du bullshit. Vous êtes on perd du temps, on perd de l'argent, il faut faire ça et ça pour être efficace. Ça a une vraie plus-value. Donc du coup, il y a vraiment ces secteurs au niveau de l'informatique, de l'organisationnel, de l'entreprise. Bien sûr, dans les métiers autour des ressources humaines, de la créativité, de la communication, des métiers du soin. On va retrouver forcément. Oui, forcément. Alors, on n'est pas en train de dire que les personnes typiques ne peuvent pas aller sur ces métiers-là. On est juste en train d'expliquer qu'effectivement, on retrouve bien souvent des personnes neuroatypiques sur ces métiers-là et que c'est intéressant justement de les recruter dans ces domaines. Oui. Et ça peut pallier à la pénurie de talent aussi qu'on rencontre aujourd'hui. Oui. Et puis dans la logique justement on va plus loin ensemble. Pour moi, la force et l'alliance des neuroatypismes avec les neurotypismes, c'est là où c'est une grosse bombe hyper positive. Parce que les gens qui, parfois aussi, vont dans tous les sens, ont besoin d'avoir des gens qui leur disent « Eh oh, repars aussi un peu plus droit. » Moi, je suis mariée avec un neurotypique pas hypersensible. C'est nécessaire. Il est dans le commerce, etc. Et je vois bien la manière qu'il a de traiter les informations. C'est aussi hyper riche. Et donc, et je le vois dans les équipes, justement, l'idée, c'est de se dire, il y en a pas qui sont mieux ou plus forts que les autres. C'est justement en connaissant les richesses de chacun qu'on peut en faire une alliance et en faire justement quelque chose d'hyper puissant pour contribuer à la performance positive de l'entreprise et du coup aux performances de notre monde économique qui est bien mise à mal, en tout cas bien challengé aujourd'hui. Et tant mieux d'une certaine manière, tant mieux.
Alors, est-ce que selon toi, quand on est hypersensible, on peut être un bon manager? Ça, c'est une question. Complètement. Alors oui, moi je pense qu'effectivement, quand on est hypersensible et ou HP cerveau gauche, on peut être un bon manager justement parce que on va être capable avec cette hyper empathie de rentrer en connexion avec les équipes, de créer ce lien, de créer cette cohésion, d'anticiper aussi un peu les besoins des équipes. On va être capable, voilà, de fédérer, d'emmener les gens, de leur donner envie, d'apporter cette petite touche supplémentaire. Je pense ce petit supplément d'âme parfois que l'on retrouve dans certaines équipes et certains managers qui sont extraordinaires et qui mènent des super équipes. Donc oui, là où pour moi il y a un vrai challenge pour eux, c'est justement de muscler leur hypersensibilité pour justement savoir mettre les bonnes limites. Ah oui, pas toujours évident ça. Pour ne pas être dans une ultra projection tout le temps, pour être aussi dans la responsabilisation des équipes, pas faire à la place d'eux, expliquer, donner du sens, mais être aussi ensuite dans une certaine forme de responsabilisation et puis de contrôle. Et c'est là où effectivement avoir des indicateurs, avoir des KPIs, avoir un certain nombre d'outils de suivi et de contrôle sont importants. Et moi je l'observe chez un certain nombre d'hypersensibles qui de façon consciente ou non consciente ont mis en place des systèmes de contrôle et d'organisation dans leur vie de façon, je te dis, consciente ou non consciente, pour justement endiguer ces potentiels débordements empathiques. Et moi je le vois depuis quelques années, j'ai développé vraiment un sens de l'organisation. Alors parfois capital pour ces personnes. Un contrôle quand je suis en phase de stress plus, mais qui est capital et qui est devenu une force. Et donc c'est aussi pour ça que je pars de mon exemple pour répondre à ta question. Les bons managers hypersensibles qui se connaissent bien et qui ont appris à mettre les bons couvercles de gestion au bon moment et à s'appuyer sur les outils que propose l'entreprise en termes d'organisation, de structuration de son temps, d'agenda, de planification, du coup de déchargement du cerveau. Parce que quand tu planifies, quand tu écris, quand tu fais des to-do, ça te décharge. Quand tu délègues, quand tu organises, quand tu gères un projet, quand tu sais que chaque chose est à sa place, alors tu peux reprendre le contrôle, en tout cas, de ce flux d'informations et de ce tourbillon, parce qu'effectivement, et pareil, pour toujours cette image, cette vision, cette notion d'image que j'aime bien utiliser, l'énergie, Cathy Assenheim, elle explique que c'est comme un compte bancaire. T'as deux comptes, t'as un compte courant et t'as un compte épargne. T'as un compte courant d'énergie que tu recharges tous les jours en dormant, en mangeant, en te reposant, ne serait-ce qu'en respirant. Et puis tu as un compte épargne. C'est finalement tes capacités de récupération intrinsèques avec lesquelles tu nais, c'est ta forme classique. Et puis c'est aussi les temps de repos plus longs que tu prends. Et finalement, quand tu es hyper réactif, tu tapes peut-être un peu plus souvent dans ton compte courant. Parce que du coup, t'es hyper réactif, t'es hyper à fond, t'es hyper engagé. Donc, tu bosses 10 heures par jour, pas de problème. Tu bouffes devant ton PC, tu discutes avec tes collègues, tu pars en réunion, et puis, au bout d'un moment, tu tapes dans ton compte courant. Si au bout d'un moment, tu tapes aussi un peu trop dans ton compte épargne. Et puis, au fur et à mesure, tu vas avoir des montées anxieuses, des pertes de patience, des petites pertes de mémoire, des confusions de mots, et puis au fur et à mesure, voilà, un état d'épuisement qui va s'accélérer. Et ça, c'est important aussi parce que l'anxiété a été beaucoup mis en avant par l'approche psychologique du phénomène hyper, en disant, et il y a même un certain nombre de psychologues qui aujourd'hui ne valident pas forcément la notion d'hypersensibilité et qui disent que ce sont des fonds anxieux, des comportements anxieux liés à des névroses psychologiques, etc. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment expliqué par Cathy Assenheim, et c'est important de rendre
rendre à César ce qui lui appartient. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment un porte-voix. Moi, je suis pas neuropsy, je suis pas scientifique. Par contre, j'ai vraiment lu ses ouvrages et puis moi, je le vis dans mon corps depuis que je suis née. Et donc, ça m'a vraiment énormément parlé. Et donc, d'avoir cette compréhension et cette prise de conscience que non, on n'a pas eu forcément une maladie psychique. Oui. On n'a pas, ce ne sont pas des débordements psychologiques, mais c'est d'abord un fonctionnement différent, atypique qui peut entraîner ensuite des débordements nerveux qui entraînent des comportements psychologiques. Et après, il y a des gens qui ont des maladies mentales, des maladies psychiatriques et qui ont besoin d'être accompagnés. Attention, hein, ça c'est très très important de bien, encore une fois, faire la différence et rendre à César ce qui lui appartient. Et évidemment, tout le domaine des psychiatres, des psychologues, tout ce domaine-là est vraiment très important pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, il y a eu des confusions et je trouve que cette approche sur finalement le fonctionnement neurophysiologique est très intéressant. Ne décharge pas la responsabilité de la personne, mais la lui rend en disant finalement ok, c'est pas une décision de ma part, je fais pas exprès. Par contre, je sais que c'est mon corps qui fonctionne comme ça, donc si j'apprends à bien en prendre soin, du coup, je peux être une Ferrari top pour mon environnement professionnel. Donc, quand je suis manager, quand je suis managée. Et ce que tu disais quand on a préparé le podcast, c'est que tu me disais, oui, c'est un peu comme au Monopoly, en fait. Tu me faisais cette métaphore du Monopoly qui était intéressante, que je vais te laisser faire. Mais c'est vrai qu'il faut donner les règles du jeu, il faut expliquer aux autres pourquoi on est comme ça, quel est notre mode de fonctionnement, pour que finalement ça fonctionne bien en entreprise. Exactement. Et donc effectivement, cette image du Monopoly qui consiste à dire que quand on se connaît bien et qu'on connaît ses particularités neurologiques avec donc les atypismes qu'on a cités et de pouvoir l'expliquer à un manager en disant voilà, pour bien jouer dans mon job, je fonctionne comme ça, j'ai telle et telle force, mais j'ai aussi tel et tel besoin, et ce sont mes règles du jeu. C'est quand même beaucoup plus simple que en plein milieu de la partie, donc après 2 ans, 3 ans de collaboration, de dire mais en fait je suis au bout du rouleau, j'en peux plus parce que en fait la façon dont tu me parles c'est pas possible pour moi, la façon dont vous êtes organisé c'est pas possible pour moi, la façon dont vous êtes déconnecté entre ce que vous dites au niveau de vos valeurs et ce que je vis dans mon contrat de travail, c'est pas ok. Et bien là parfois on en arrive à des situations qui sont trop tard. Et donc effectivement cette image de la règle du jeu elle est très importante et elle fait le lien aussi avec un sujet qu'on a évoqué qui est aussi la responsabilité des entreprises. Et tu disais voilà quelles sont les plus-values pour les entreprises d'avoir des profils comme cela et comment on peut bien prendre soin de ces profils-là. C'est aussi en étant une entreprise alignée. Parce qu'effectivement avoir d'un côté une politique RSE et QVT, donc responsabilité sociale des entreprises et qualité de vie au travail, avec un certain nombre de choses, des salles de sieste, des baby-foot et puis tout un tas d'autres choses qui permettent le bien-être, et c'est très important, mais qu'à côté de ça on a un contrat de travail qui est complètement déconnecté de la réalité de ce qu'on fait, avec un statut qui est pas adapté, avec un salaire qui n'est pas adapté, avec des horaires de travail et des temps de récupération qui sont pas adaptés, alors je pense que on n'a pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir prendre soin de ces profils. Alors déjà de tout le monde, parce que pour moi c'est valable pour tout le monde, et puis d'autant plus pour ces profils. D'accord. Un chef d'entreprise demain veut recruter un profil atypique pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Comment il doit s'y prendre selon toi? Quels canaux il doit investir? Est-ce qu'il doit être sur des canaux traditionnels ou est-ce que au contraire il doit peut-être aller les chercher peut-être dans leur sphère personnelle? Alors c'est une excellente question et t'as tout à fait raison d'évoquer ce point. Effectivement, alors à la fois comme on l'a dit, les profils neuroatypiques sont aussi des gens comme tout le monde et donc vont sur LinkedIn, sur les réseaux de manière générale, et en même temps ils ont des sphères d'appétence
souvent plus fortes, des sphères de passion plus fortes. Donc effectivement, et c'est la logique de l'outil que vous avez développé chez Hippolyte RH et que je trouve très très intéressant, c'est d'aller les chercher dans des réseaux où on pense un peu moins aller les chercher, sur Pinterest, sur Instagram, dans des médias sociaux particuliers liés plutôt effectivement à ce qu'on appelle les sphères préférentielles, donc c'est-à-dire des préférences autour voilà de certains loisirs, de certains goûts, voilà, des passionnés de cuisine, des passionnés de jeux vidéo, oui, des geeks comme on des dit, geeks, mais dans ouais. le bon sens du terme. Donc je pense que effectivement, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier les sphères d'appétence paraprofessionnelles, extra-professionnelles, de loisirs des personnes qui potentiellement peuvent être hyper, en fonction aussi des secteurs d'activité. Voilà, dans le soin. Oui. Dans les métiers humains, on va plutôt les retrouver peut-être sur des groupes liés voilà au développement personnel, dans aussi peut-être des salons professionnels dédiés au bien-être, vous voyez des endroits où on peut peut-être un peu plus les retrouver en physique. Et moi, je pense aussi que, bien sûr, il y a tout l'aspect réseaux sociaux, virtuels qui est important, mais aussi d'aller au contact de ces personnes. L'humain, toujours et l'humain. Je pense que quelque chose qui va faire la différence, justement, pour aller chercher ces profils atypiques aussi, c'est la rencontre. C'est la connexion humaine. C'est justement le coup de cœur que tu vas avoir avec telle ou telle personne, parce que la personne va flasher sur ton profil et donc ça va te plaire. Donc ça peut aussi être sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire que ça nécessite de sortir d'une approche quantitative et d'aller dans une approche qualitative, personnalisée. Ça, c'est pas toujours le cas chez les recruteurs. Donc, ça demande une remise en question, quelque part, des entreprises sur ce sujet. Exactement. Et de la même manière qu'on demande aux candidats d'avoir une approche personnalisée dans leur lettre de motivation, si tant est qu'on en fasse encore, ou en tout cas une approche personnalisée vis-à-vis de leur intérêt de l'entreprise, eh bien, je trouve que l'employeur aujourd'hui doit avoir aussi cette approche personnalisée vis-à-vis. Alors, c'est vrai pour tous les profils, encore une fois, et encore plus s'il veut capter ses talents. De les chouchouter sur leur spécificité. Et je te donne un exemple, j'ai échangé il y a pas longtemps avec une start-up de Ratech qui est spécialisée dans les profils techniques. Et moi, ils me l'ont dit, on a tel profil qui est 10, tel profil qui est HP++. Et ben voilà, on a des aménagements au niveau du temps de travail, au niveau des conditions de l'environnement de travail, du bureau. On sait que quand il dit ci ou ça, c'est lié à telle particularité dans son mode de fonctionnement, mais c'est aussi grâce à ça qu'il nous sort des modèles de dingue lorsque on développe tel logiciel, etc. Donc aujourd'hui, on a aussi des entreprises qui commencent à qui ont capté. Et donc ça, je trouve d'ailleurs que dans la marque employeur, à terme, ça pourrait et ça doit et ça peut être un élément différenciant. Et oui, un levier. De dire, atypique, venez chez nous. Alors zèbre, moi j'avoue, je suis un peu fatiguée moi par ces termes-là. C'est pour ça qu'encore une fois, j'aime bien, tu vois, ça c'est mon côté noir-blanc, un chat. Appeler les choses par leur nom. Atypisme neurologique. Hyper-réactivité cognitive, hyper-réactivité sensorielle et ou émotionnelle. Voilà, ça c'est factuel. Effectivement, je pense que tu as raison. Je pense que ça arrive petit à petit. J'ai vu passer une annonce là cette semaine d'une agence spécialisée dans la communication RH, mais plutôt au Canada, et c'était marqué en toutes lettres recherche profil atypique. Donc voilà, t'es différent, t'as des valeurs, t'as tes forces de proposition. Go, viens chez nous et on va jaser, comme ils disent. Donc voilà. Mais je pense que encore une fois, peut-être que là-bas, ils sont un peu plus précurseurs. Ils font beaucoup attention, les Canadiens, à ces profils-là. Mais je pense que ça va venir petit à petit et justement, on va rentrer dans cette... Et puis, comme on le disait tout à l'heure, ça permet aussi de pallier à cette pénurie de talent qui parfois permet de pas se reposer sur des hard skills. Même des soft skills, mais plus aller sur les mad skills qui sont donc plus c'est peut-être compétences un peu plus folles
un peu plus extraordinaires, mais qui finalement sont positives pour une entreprise. Oui, et qui en fait sont des boosters de compétences techniques. Oui. Parce qu'en fait, on peut les associer beaucoup plus aux compétences techniques. Parce que effectivement, avoir une très bonne réactivité visio-spatiale va faire que quand tu vas travailler sur un tableau Excel, tu vas vraiment pouvoir voir toutes tes cases en même temps, croiser beaucoup plus de données. Quand tu vas travailler sur un PowerPoint ou sur un organigramme ou un truc comme ça, tu vas pouvoir beaucoup plus produire autour de ce schéma. Donc finalement, comme tu dis, tes soft skills, tes math skills vont être au service de ces hard skills. Je rebondis sur un point qui évoque par rapport au Canada et qui me fait penser à finalement une ressource que je veux partager avec vous parce qu'en plus, elle a fait un travail extraordinaire et c'est aussi en grande partie grâce à elle que je me suis intéressée autant à ce sujet. En fait, tu évoquais qu'au Canada, on parle beaucoup de ces sujets. En fait, dans l'univers francophone, au Canada et en Belgique, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ce qu'on appelle les neuroatypismes et de ce qu'on appelle la douance. Parce qu'en fait, c'est un terme aujourd'hui qu'on utilise finalement, moi, qui est un des termes pour moi, les mieux représentatifs de tous ces atypismes, puisque la douance, en fait, intègre tous ce qu'on appelle les intelligences multiples et toutes les intelligences particulières. Et en fait, j'ai découvert il y a 3 ans maintenant un congrès en ligne qui a lieu tous les automnes, qui s'appelle le Congrès Douance, qui a été développé par Nathalie Alsten. Vous trouverez sur les réseaux Congrès Douance, Nathalie Alsten, qui regroupe depuis plusieurs années, tous les ans, dans ce congrès pendant une semaine, des conférences avec plein de spécialistes sur le sujet, aussi bien sur la santé que sur la partie psy, que sur la partie du travail. Et elle a notamment beaucoup interviewé de Canadiens et de Belges qui sont effectivement très en avance sur ce sujet. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux parce que si on peut s'inspirer d'eux pour améliorer. Ouais, ils sont précurseurs souvent dans ces domaines-là. Et donc effectivement, ça me permet de faire un lien qui est important et qui va vous donner à vous tous qui nous écoutez des tips si vous avez envie de creuser. Moi, c'est en grande partie aussi grâce à ces conférences que j'ai pu accéder à beaucoup de contenus très intéressants. Elle vend a posteriori les conférences sous forme de pack, donc on peut accéder aux conférences, etc. Et c'est vraiment à des tarifs qui sont tout à fait abordables et qui sont vraiment très intéressants. D'accord. Donc, merci pour ce lien. Alors, si demain tu devais te reconvertir, ce serait dans quel domaine Alors justement, quand je pense à cette question, je vais répondre de façon très spontanée. Ce que j'ai toujours dit, c'est que si j'avais besoin de faire un travail dans lequel je voulais me reconvertir et où j'aurais pas d'enjeux trop économique, j'aimerais être fleuriste. Ah, chouette. Parce que justement, je voudrais, et ça, tu vois, c'est mon côté empathique, idéaliste, offrir des fleurs et du bonheur à tout le monde. Joli. Et voilà, et là, ça, c'est mon petit côté un peu fleur bleue, un peu cucu, un peu mièvre qu'on peut parfois donner aux hyper empathiques. Mais je pense que justement, dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Effectivement, si je devais me reconvertir, ce serait fleuriste. Mais aujourd'hui, clairement, je me sens tellement à ma place dans le métier que je fais, et justement avec la perspective que j'ai de développer beaucoup de choses, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Et puis pour ceux qui ont envie de me suivre sur les réseaux, voilà, je suis en train de préparer justement des projets autour de l'information, de la pédagogie et du développement autour de ces notions hyper, parce que je trouve que justement il y a beaucoup de choses à développer, et donc effectivement pour le moment j'ai pas prévu de me reconvertir pour justement pousser à fond ce sujet dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire pour aider les autres. Ok. Alors justement là, c'est toi qui me permets de faire le lien vers. Merci. Est-ce que tu aurais des ouvrages à nous recommander pour aider les managers, aider les recruteurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à mieux comprendre ces profils et à mieux les appréhender, mieux les recruter?
Est-ce que tu... Voilà. Avec plaisir. Alors, je vais vous parler de quelques ouvrages qui sont plutôt des ouvrages techniques et des ouvrages de développement personnel dans un premier temps. Et puis après, je vais vous parler quand même de quelques ouvrages un peu plus romans qui permettent aussi de temps en temps, grâce à des récits métaphoriques, de comprendre aussi les choses, notamment pour ceux qui sont hyper et qui ont envie d'aller un peu à la découverte de leur hyper. Donc pour moi, les deux ouvrages qui sont fondamentaux aujourd'hui et qui finalement rassemblent assez bien les deux visions qui finalement se complètent, qui sont donc la vision neuro et la vision psycho, qui sont complémentaires comme je le disais, c'est finalement le livre Hypersensible de Hélène Aron, donc E-L-A-I-N-E, Aron, A-R-O-N, de mémoire, qui est donc un ouvrage pour moi fondateur sur l'hypersensibilité, qui explique très bien tous les comportements et finalement les symptômes de détection pour pouvoir évaluer, parce on en a parlé au début, mais je leur dis à ce moment-là, l'idée c'est de chasser cette idée de diagnostic et de plutôt être dans une logique de découvrir. Et même vous, dans les mots que vous utiliserez quand vous aurez envie de parler de vous, moi je vous invite à dire voilà, j'ai découvert mon hypersensibilité, j'ai évalué, j'ai défriché, j'ai découvert, j'ai évalué, plutôt que j'ai diagnostiqué. Donc ce premier ouvrage d'Hélène Aron va vous aider pour ça. L'ouvrage, évidemment, Mon cerveau est hyper, de Cathy Assenheim, qui en a écrit plusieurs depuis, et qui en a écrit un aussi par rapport aux enfants. Mon enfant est hyper, qui vient de sortir. Un troisième livre qui est extrêmement intéressant, qui est sur l'hypersensibilité au travail. Donc, je crois que ça s'appelle Hypersensible au travail, de Barry Yeager, B-A-R-R-I-E, Yeager, J-A-2-G-E-R, je crois. Et alors, c'est drôle, parce que à l'époque, quand j'ai écouté ce livre, parce que moi, j'écoute beaucoup les livres, en fait, ce livre est préfacé par Hélène Aron. D'accord. Donc, c'est plutôt gage de sérieux. C'est un livre qui explique très bien le fonctionnement des hypersensibles au travail. D'accord. Dans lequel il y a des questionnaires d'évaluation du degré de cohérence avec son travail. Elle parle de la notion de travail passion, de travail, je sais plus comment elle l'appelle, mais de travail un peu alimentaire, et puis de travail vraiment un peu d'obligation. Et elle explique beaucoup de choses sur l'hypersensibilité au travail. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est très intéressant. Donc je dirais que pour moi, déjà ces trois-là sont très bien. Ensuite, il y a un auteur qui s'appelle Fabrice Midal. Fabrice Midal, il a écrit plusieurs livres, il est précurseur en ce qui concerne la méditation de pleine conscience. Il a écrit plusieurs livres, il a écrit un livre qui s'appelle Hypersensible, il a écrit un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix, sur le fait de justement méditer en pleine présence. Il a un podcast dont le nom m'échappe, mais que vous pourrez retrouver sur les plateformes, qui est aussi très intéressant et qui va sur ces sujets. Donc je trouve que Fabrice Midal, c'est un bon auteur à suivre. Et puis après, sur des choses un petit peu plus développement personnel, évidemment, on a Natacha Calestrémé, on a Lise Bourbeau, mais où là, du coup, on fait le lien avec le corps, avec des choses qui sortent un petit peu du côté technique. D'accord. Donc ça, c'est vraiment sur les ouvrages un peu savoir. Et puis, on a des ouvrages autour de l'hypersensibilité, sur un ton un peu plus, romancé, mais qui sont hyper chouettes. On a Saverio Tomasella, qui est évidemment une référence, qui a écrit aussi des ouvrages un peu plus techniques sur le sujet, mais les romans de Saverio Tomasella, moi, je les trouve chouettes parce que ils mettent un peu de douceur, un peu de magie. Et puis, il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, que j'ai conseillé à des clients, qui est vraiment génial. Le bouquin de Raphaël Giordano, Le bazar du zèbre à pois, qui est vraiment très chouette. Où là, du coup, on va un peu, dans l'univers des zèbres et tout. Et donc, ces romans-là, de manière générale, les romans je crois que c'est Raphaël ou Isabelle Giordano. Et puis, moi, les livres de Maud Ankawa,
qui sont en fait des livres de développement personnel, mais dans lequel on va retrouver beaucoup de tips de connaissances de soi en lien avec la gestion des émotions, la gestion de l'empathie. Donc kilomètre zéro, respire, le plan est toujours parfait, et puis plus jamais sans moi, qui est son dernier ouvrage, donc qui est sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. D'accord. Ce sont des livres de découverte de soi dans lesquels en fait il y a un certain nombre de préceptes de développement personnel, mais qui sont très utiles pour justement apaiser les débordements du cerveau, pour comprendre un peu mieux quand on est hypersensible pourquoi on a le cœur qui déborde comme ça parfois, au point que ce soit parfois difficile à gérer en entreprise quand on se met à pleurer parce qu'on tout le monde se demande pourquoi. Un film. Moi, le nombre de fois dans les conventions de l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait des films, voilà, que les enfants, moi, à chaque fois, je finissais en larmes parce que moi, ça me touche profondément. Donc voilà, aller à la rencontre de tout ça avec ces ouvrages permet de se sentir un peu moins seul aussi, et puis finalement de le prendre avec légèreté et du côté positif et solaire de la médaille. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Garance, pour ce moment de partage. C'était un vrai plaisir. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode de La Tête de l'Emploi, qui, je l'espère, vous aura plu. Je remercie Garance Deledal d'avoir accepté notre invitation. Tous nos podcasts sont à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur hippolyte.ai. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.